Salut tout le monde et bienvenue au Balado, le podcast. Mon nom est Joey Alfieri. On a une autre émission d'avant-match pour vous. Match 14, semaine 16. C'est une grosse rencontre importante entre les Alouettes de Montréal et le Rouge et Noir d'Ottawa. Première visite à Ottawa pour les Alouettes, mais pendant la saison régulière, en tout cas parce qu'on est allé jouer un match hors concours là au mois de mai, si je me trompe. Fin mai, début juin, anyway. C'était le deuxième match hors concours. Donc, c'était tout juste avant Winnipeg, je m'en rappelle. Écoute, Je savais qu'on avait eu un gros camp d'entraînement. Tu sais, je savais que les joueurs avaient vraiment bien joué. On avait de la profondeur partout. Mais tu sais, on était quand même... Tu sais, on quittait Ottawa la première fois, puis on se disait, OK, il y a 31, je pense, réguliers qui n'ont pas joué le deuxième match hors concours à la place TD. Puis les Alouettes ont presque gagné contre les partants du Rouge et Noir. Là, c'est sûr que le Rouge et Noir ont connu, ou ils connaissent quand même une très bonne saison, sont en deuxième position, 4 points en arrière des Alouettes pour la première place dans la division Est, mais quand même, c'est un gros affrontement pour les deux équipes et ça va probablement déterminer. Si les Alouettes gagnent, c'est sûr qu'il n'y a rien qui est conclu, mais une avance de 6 points et on gagne la série tête à tête de la saison. C'est sûr que ça va être difficile pour le Rouge et Noir de terminer en première position. All right, Joey Alfieri here. It is the pregame podcast. We've got another pregame show here. Montreal at Ottawa. First regular season trip to Ottawa. It's a little different this year because the last few years, or since the pandemic, not every team has played against each other home and away. So oftentimes you got a preseason game in Ottawa, and like last year, you got 4 games against the Red Blacks, 2 at home, 2 on the road. So you saw them a lot. This year, it's just 3 times because you get to play the Western teams both home and away. Like, for example, last year, Montreal didn't go to Saskatchewan. And Calgary didn't come to Montreal. Oh, no, Calgary did come to Montreal. Edmonton didn't come to Montreal. That's what it was. This year, you play every Western team twice, and you get the Eastern teams 3 times. So it is a little late in the season, but it's the first time that the Alouettes are headed to Ottawa, a place where they've had a ton of success. We'll get into that a little bit later on in the show. We'll also hear from Luol Uguak, who is going to be making his 2024 debut for the Montreal Alouettes. So that's all to come on this pregame edition of the podcast. Of course, we will start in French and then we'll move over to English with the interview and then some analysis. Alors, on commence toujours en français et on l'a mentionné juste maintenant en anglais, mais Luol Uguak fait ses débuts en 2024 avec les Alouettes. Évidemment, c'était une partie clé de la défensive l'an passé. C'est une des grosses raisons pour laquelle les Alouettes ont gagné la Coupe Grey en 2023. Et si on se souvient, l'an passé, les Alouettes, à cause de l'échange avec les Lions de la Colombie-Britannique, avaient 2 choix de première ronde. Donc, moi, je vais du tout début. Les Alouettes avaient le 5e choix au total et le 7e choix au total. Avec le 5e choix, ils ont pris le secondeur demi-défensif Jonathan Sutherland, qui, dans le temps, avait signé un contrat avec les Seahawks de Seattle. Là, il a été libéré, il a été signé par les Giants de New York cette année, libéré encore une fois. Il est à l'agent libre de la NFL. S'il vient au Canada, c'est sûr que ça doit être avec les Alouettes, mais il n'y a pas de nouvelles en ce moment. Mais Luol Uguak a été le 7e choix au total de ce repêchage-là. Donc, l'échange était vraiment Vernon Adams contre Luol Uguak. Donc, tu sais, on l'a vu, Luol, ça a pris un peu de temps. Mais il était réserviste sur la ligne défensive, il faisait partie de la rotation, mais quand il est devenu partant, quand on a libéré Nick Usher et Jamal Davis, on a donné un plus grand rôle à Luol Uguak et ça a changé l'allure de la défensive avec l'acquisition de Sean Lemon l'an passé. Donc, tu sais, Uguak, c'est pas... Tu sais, il l'a mentionné en entrevue cette semaine à un journaliste, il a mentionné comme c'est pas juste un chasseur de corps, tu sais, c'est pas un allié défensif qui fait juste une chose. Tu
tu sais, on l'a vu, il était capable de rabattre des passes à la ligne de mêlée. C'est un gars qui peut faire des gros plaqués solides, comme on a vu à la Coupe Grey contre Brady Oliveira. Tu sais, c'est un coup dur qui a vraiment changé l'allure du match. Ça a donné un peu d'attitude à la défensive des Alouettes. Ça a donné comme tu sais, de l'air dans les voiles, là, un peu. Donc, tu sais, c'est vraiment une grosse acquisition. On a vu aussi, il peut provoquer des revirements. Tu sais, à Edmonton, les Alouettes tiraient de l'arrière. Je pense que c'était 20-0, 21-0. Puis l'an passé, il avait provoqué un échappé contre Trey Ford, qui est très rapide, et Mustafa Johnson a récupéré le ballon puis a marqué un touché. Donc, tu sais, c'est vraiment un joueur, un allié défensif qui fait un peu de tout. Peut jouer la course, peut aller chasser le corps, mais c'est pas un gars qui est juste spécialiste de, tu sais, c'est pas juste un chasseur de corps. Là, c'est sûr que si on regarde la charte des positions, sur la charte des positions, il est derrière Antonio Moultrie. Donc, tu sais, on va voir combien de répétitions en défensive Uguak va recevoir. Il est un peu plus costaud cette année, c'est sûr. Je pense qu'il a pris un peu de poids ou un peu de muscle, je devrais dire, pour son camp de la NFL. Lui qui a signé avec les Buccaneers de Tampa Bay a quand même connu un bon camp. Et on va parler à Lualu Guac de son camp et de son temps avec les Buccaneers dans une couple de minutes. Mais tu sais, c'est le type de move que les Alouettes ont fait l'an passé, tu sais, qui a aidé. Je sais que c'est un joueur canadien, ça le rend encore plus important, cette acquisition-là. Mais si tu regardes, tu sais, l'an passé, au mois de septembre, perdu 4 matchs de suite. Mais on avait perdu 3 matchs de suite. On a signé Darnell Sankey. Il a joué. On a perdu contre les Argos une deuxième semaine de suite. Je pense que c'était le 15 septembre. Puis là, on a pu perdu. Là, c'est une période, tu sais, je veux même pas dire que c'est une période creuse, honnêtement, parce que tu sais, c'est les 3 derniers matchs, c'est une victoire, une défaite, un match nul. Euh, mais, tu sais, quand même, c'est la période un peu plus difficile de la saison à date. Et là, tu as cette acquisition-là. Tu sais, as eu Austin Mack pendant un match, il s'est blessé pendant une pratique. Il devrait revenir bientôt. Là, on a Lual Ugua qui sera de la formation contre le Rouge et Noir. Donc ça, c'est une grosse acquisition pour Danny Machocha et les Alouettes de Montréal. Parce que c'est clair, je sais, tu sais, on se parle souvent moi et les auditeurs du balado, et c'est sûr qu'on veut toujours plus de pression sur le corps arrière. Donc maintenant, on a un autre gars qui est capable de faire des gros jeux sur la ligne défensive. OK. Avec la défensive, encore une fois, deuxième semaine de suite. Je sais que Marc-Antoine Dequoy est revenu à l'entraînement cette semaine. Il a même parlé aux journalistes lors du jour 1. Je pense que c'était mardi. Malheureusement, il n'est pas en mesure de jouer. On va lui donner une autre semaine de repos. Et donc, c'est Arthur Hamlin qui a quand même bien fait la semaine passée, je pense, pour une recrue canadien qui arrive dans sa première saison professionnelle. Tu sais, c'est quand même c'est un beau premier match en tant que partant pour Hamlin. Donc, c'est ça la situation. En défensive, pas d'autres changements dans la formation partante. Il y a un dernier changement. Titus Wall quitte la formation partante, lui qui était secondaire du côté large du terrain. On le met sur l'équipe de réserve et Lorenzo Burns, qui a signé il y a une couple de semaines, un gars qui a de l'expérience dans la NFL, la UFL, la USFL. Il a joué pour Northrop à Birmingham dans la USFL il y a une couple d'années. Lorenzo Burns jouera comme réserviste derrière Nafis Lyon comme demi-coin du côté court du terrain. La chose qui est intéressante, tu sais, à part le fait qu'il a joué pour les Browns, il a joué avec une couple d'équipes de la NFL, ou il a signé avec des équipes de la NFL. Je pense pas qu'il a joué un match de saison régulière, mais il a joué 2 saisons dans la USFL. Il a gagné le championnat 2 fois. Il a joué une saison dans la UFL et il a gagné le championnat. Donc, ça fait 3 années de suite avec un championnat pour Lorenzo Burns et c'était un joueur clé dans la tertiaire pour ces équipes-là. Donc, on espère avoir un joueur. Tu sais, je sais qu'on a essayé plusieurs joueurs en tant que réserviste. Tu sais, on parle de Titus Wall, on parle aussi de David Vereen. Donc,
On donne la chance maintenant à Lorenzo Burns. Côté de l'attaque, pas vraiment de changement. C'est la même formation qui était là la semaine passée contre les Stampeders de Calgary. Écoute, aucun changement. Donc, Fajardo au poste de corps avec Fletcher et Dallaire comme demi-offensif et centre-arrière. Les receveurs, c'est Rambo, Reggie White Jr., Cole Speaker, Keon Julian Grant et Tyler Sneed. Ligne à l'attaque, c'est Nick Callender avec P.O. Lestage, Justin Lawrence au centre, Philippe Gagnon comme garde à droite et le bloqueur à droite et Josh Donovan. Donc, aucun changement en attaque. Je sais que ça fait une couple de semaines qu'il y a des critiques envers l'attaque. C'est sûr que cette unité doit être plus efficace. Ils doivent produire plus de points. Tu sais, 19 points contre les Stampeders, c'est pas assez. Je pense qu'un positif du match qu'on peut sortir du match des Stampeders, c'est tellement bizarre un match nul. Moi, je suis les Alouettes. Je suis dans la mi-trentaine. Je suis les Alouettes depuis de très près, depuis l'année 2000. Depuis 2000, de 2000 à 2024, j'ai vu des matchs qui sont allés en prolongation. Jamais vu un match se terminer, un match impliquant les Alouettes qui se termine en match nul. C'est la première fois que je vois ça. Et la dernière fois que c'est arrivé aux Alouettes, je pense que c'est en 98, si j'ai bien vu sur Twitter cette semaine. Donc, ça faisait longtemps. Je pense qu'on va s'en souvenir longtemps aussi de celle-là, mais c'est tellement un sentiment étrange euh, tu sais, d'avoir un match nul. Tu sais, moi, j'embarque sur l'après-match aussitôt que le match est terminé. Puis, tu sais, je me disais, OK, mais c'est pas une défaite. On a tiré de l'arrière presque tout le long. On a vraiment juste pris l'avance après notre possession tu sais, la première possession de prolongation, on avait l'avance 16-13. Les Stampeders ont réussi leur placement aussi, donc c'était 16-16 après la première période de prolongation. Mais c'était quand même fou de voir les Alouettes tirer de l'arrière tout le long, presque. Puis on est sur la route et on trouve une façon d'avoir un point. Je sais qu'on n'a pas bien joué en attaque. Je sais que la défensive contre le jeu au sol, tu sais, c'est une autre chose qu'il faut améliorer, même si je pense que j'ai vu un peu d'amélioration euh, dans cet aspect du jeu-là. Mais pour moi, tu sais, le fait qu'on est allé chercher un point dans ce match-là, c'est quand même impressionnant. Là, il y a des choses qu'il faut améliorer. Tu sais, les deux revirements, les deux échappés, un par Fletcher, un par Letcher, tu sais, ça peut pas arriver. C'est 2 semaines de suite qu'après le premier quart, on tire de l'arrière 10-0. Ça, là, si on veut battre le rouge et noir en fin de semaine, on peut pas faire ça encore une fois. Tu sais, c'est impossible de gagner des matchs à chaque semaine où on tire de l'arrière. Donc, tu sais, c'est vraiment important d'avoir un bon départ contre le Rouge et Noir d'Ottawa parce que c'est quand même une bonne équipe. C'est l'équipe avec la deuxième meilleure fiche de la Ligue, même si on a joué, et on dirait que c'était tellement longtemps, mais tu sais, la semaine, je pense la semaine 3 ou le match 3 en tout cas, où on a joué les deux premiers matchs sur la route, tu sais, le Rouge et Noir, moi, je trouve qu'ils se sont améliorés beaucoup. Mais on a marqué 47 points contre eux autres lors du troisième match de la saison. Donc, on va voir ce que ça donne samedi. Mais c'est sûr que si on veut gagner ce match-là, il va absolument falloir avoir un départ en canon pour que on prend soin des choses qu'il faut faire, tu sais, pour gagner, pour sortir avec une victoire. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je sais, tu sais, la défensive, je sais qu'elle a accordé des verges lors du dernier match, mais tu sais, on donne 19 points sur la route. Tu sais, c'est quand même, et on a provoqué des revirements aussi. Tu sais, ça fait partie de la game des fois, mais tu sais, le fait qu'on n'accorde pas beaucoup de points, je trouve ça impressionnant. Il y a des améliorations à faire là aussi, mais je trouve que la défensive cette année, elle est forte encore une fois, exactement comme l'an passé. Mais la défensive a quelque chose à prouver, mais l'attaque doit marquer plus de points. Tu sais, on doit être en mesure d'aller chercher un 24, 25, 26, 30 points.
minimum, mais pas 30 points minimum, mais tu sais, il faut marquer au moins 21 points pour aller chercher la victoire. D'habitude, parce que dans la Ligue canadienne de football, oui, il y a des matchs où de la défensive ne donnera pas beaucoup de points, mais tu sais, c'est des règlements qui favorisent l'attaque dans cette ligue. Donc, c'est sûr qu'il faut aller marquer des points pour aider la défensive. Et c'est sûr, tu sais, d'avoir des points sur les unités spéciales. On pensait avoir eu des points sur les unités spéciales, mais il y avait une punition appelée sur le dégagement qui a été bloqué par Sean Thomas Erlington, malheureusement. Donc, j'espère qu'on peut aller chercher des points sur des unités spéciales, mais ça, c'est un bonus. Donc, il faut vraiment faire les bonnes choses en attaque. On a des receveurs, tu sais, qui sont revenus la semaine passée. On a Tyler Snead, on a Keon Julian Grant. Cole Speaker a réussi un attrapé seulement en prolongation. Tu sais, quand tu as de la profondeur, tu as Charleston Rambo et Reggie White, mais quand tu as la profondeur, ça va être un receveur différent qui va te battre à chaque semaine. Donc, tu sais, c'était pas le match de speaker la semaine qui vient de passer, mais la semaine d'avant contre les Argos, tu sais, c'est lui qui a été le meneur. Donc, tu sais, peut-être que cette semaine, c'est Rambo, peut-être c'est Snead. La semaine passée, c'était Julian Grant qui était bien occupé, mais on va voir ce que ça donne. OK. J'ai reçu une question euh, en ligne cette semaine que je voulais. C'est une très bonne question de Matt, qui dit comment ils anticipent la fin de saison pour créer de la surprise alors que les adversaires semblent avoir analysé et s'être adaptés à leur style de jeu. C'est une très bonne question, Mathieu. Merci pour la question sur Twitter. Écoute, c'est sûr que aussitôt qu'on a un match de saison régulière, on voit les bandes vidéo. Les autres équipes sont capables de voir les bandes vidéo des Alouettes et il y a des ajustements qui se font. Ça, je sais pas, tu sais, je trouve pas qu'on est prévisible. Tu sais, je pense pas que c'est ça nécessairement le problème. Je pense juste que des fois, tu as la saison de 18 matchs, de 21, tu sais, c'est 21 semaines avec les 3 semaines de congé. Donc, tu vas avoir des périodes vont être un peu plus difficiles, période avec un peu tu sais, de difficulté où l'équipe va un peu moins bien. Tu sais, je pense que c'est normal que ça arrive. Mais aussi, tu sais, les Alouettes sont en train, tu sais, ils pratiquent des jeux truqués, ils font des changements à l'attaque, ils font toutes sortes de choses différemment lors des semaines de pratique que, tu sais, ils veulent pas, tu sais, juste pour soulever ton point, là, ils veulent pas devenir prévisibles. Donc, je pense pas que c'est une question d'être prévisible. Je pense que c'est plus une question euh, de traverser une période un peu plus difficile. Puis c'est normal. Tu sais, on l'a eu la même chose la semaine passée. Au mois de septembre, on avait perdu 4 matchs de suite. Là, c'est une défaite, un match nul. Donc, on va voir ce que ça va donner, mais c'est ça. Tu sais, l'équipe, les trois facettes du jeu, l'attaque, la défensive et les unités spéciales, on travaille toujours sur des jeux. Le système de jeu reste pareil, mais les jeux en tant que tels, il y en a qui changent. Tu sais, c'est pas, oui, il y a des jeux qui fonctionnent, qu'on garde tout au long de l'année, mais tu sais, on prépare d'autres choses. Tu sais, on a fait, de ce que j'ai vu, on a fait des changements quand ça vient au jeu au sol la semaine passée, et on a eu du succès. Donc, je pense que je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, c'est vraiment une période difficile qui est normale parce que tout le monde passe par là. Tu regardes les Argos l'année passée, eux autres, ils l'ont pas eu pendant la saison régulière, mais ils l'ont eu lors de la finale de l'Est. Donc, tu sais, tout le monde passe par là. Il y a un peu de ça et il y a un peu de, tu sais, des ajustements qui doivent être faits. Parce que tu as raison, c'est sûr que les équipes vont regarder les bandes vidéo puis ils font des ajustements pour essayer d'arrêter l'attaque et la défensive des Alouettes. Euh, on avait une autre question de Ellie. Puis là, on va passer en anglais. Will Davis Alexander play? You can't win games with 2 TDs or less. Ellie, thanks for the question. Look, as of right now, Cody Fajardo is atop the depth chart. I understand. I just said that in French. I think, the offense is going to have to be a little bit sharper. I think, to me, just rewatching that game last week, I don't think that's a loss. That's a quarterback loss. Like, I really don't think Cody Fajardo was terrible by any stretch of the imagination. I think they need to be,
I think the entire offense needs to be on the same page. I think receivers need to be better. I think the offensive line has to be better. I think the quarterback has to be better. I think it all needs to just kind of be better together. But I don't think that's a loss where you say to yourself, oh man, all right. Or, it wasn't even a loss last week. It felt like a loss at times. But I don't think you tie last week or you lose to BC because the quarterback played poorly. I think it's an offensive thing that they're going to have to figure out. I think we saw last week the running game looked a whole lot better. I think you just need to be sharper in the passing game. Look, give Calgary credit. They did a good job defensively to limit the explosive plays. I know that's something that Cody Fajardo talked about this week. He said, a lot of teams are playing zone defense against the Alouettes, so you have to be patient as an offense because the explosive plays aren't necessarily there in zone because you have, some defensive backs or the safety that take away a patch of grass, but a deep patch of grass as well. So that's why you probably haven't seen as many explosive plays. They still had some. They have some in the running game. They had a long run. They had the big pass to Charleston Rambo as well. So, to me, I think it's one of those things where it's just one of those difficult periods, but it's not a loss that I would necessarily place on the quarterback. So I understand Davis Alexander looked great. I love Davis Alexander. I think he's a bright future there, but I think you got to be patient with the Grey Cup MVP from 2023 and Cody Fajardo because he's not the reason that they tied that game against the Stampeders. He's not the only reason that they lost against the BC Lions. So I think you just, you got to give Cody the benefit of the doubt because in the crunchiest of moments last year, Cody Fajardo and this offense came through. So it's a bit of a difficult moment. They're starting to get guys back into the lineup, starting to get receivers healthy. The running game's starting to get going. So I think they're just trying to put it all together. But just, give Cody the benefit of the doubt here because I think he deserves that. All right. Before we finish it off, we'll have, there was an official announcement this week made regarding Tyson Philpott. Before we get into that, I'd like to jump into our interview with defensive lineman Luol Uguak, who was nice enough to join me after practice earlier this week. So, Luol, how does it feel to be back? Like, what's the feel? I'm sure there's mixed emotions, but I can tell you're also excited to be here. I feel good. I feel very good. I'm happy to be in a place where there's a lot of love being shown, and a place where I'm instantly gelling with my teammates. I don't really got to meet too many new people because it's a very similar team. So I'm just excited to be here and go get the ninth one. How much can you follow from a distance? Because I know Austin said he followed a little bit, but you really can't. When you're involved in your own thing, it's kind of hard to follow. How much did you follow? I tried my best to check a game here and there. I think I missed a good handful while I was in camp, but I tried my best to pay attention. I'm obviously staying in contact with guys on the team, Lemon, Tyson, a whole bunch of guys on the team, just chatting after the game, before the game, see how they're doing, and keeping in touch. I know you weren't surprised by the result, but at a certain point, it was like 10-1. Were you like, man, are these guys going to lose again? When I seen, because I came to get my ring, and yes, that's right. I think it was the third game or fourth game of the season. Mm-hmm. And when I seen how they were moving, then I said, okay, these are the same guys, same mentality on defense, same explosiveness on offense, and just going to get after it, then lose a step. I'm curious, what'd you learn about from your experience in Tampa? Not just in camp, but even from when you signed to the end. Is there did you learn anything? Was there any good stories you can tell me? Give me the skinny on what went down in Tampa. I learned a lot maybe about the extremely technical part of football, football in general, and obviously it's a different game. Especially in my position, I'm playing a yard off the line, but overall, just learning about why they do certain things and why people succeed and what they do to succeed. Like the first three steps of any player are the most important because it decides whether you lose or win the rep. That's one thing that I kept with me, and just thinking about leverage and angles and all that, and how really detailed the game of football is. I'd say, let me see, a story that I could share. I didn't get into too much while I was in Tampa. The food was good over there. It was very warm, of course. Yeah. The beaches were nice. Those kind of things I enjoyed. But I kind of, focused on football while I was up there and just kept the main thing. I'm just curious. Obviously, we know money is not really an object in the NFL. They just spend spend kind of freely. Was there anything on the luxury side that kind of, or just maybe it might have been the spread at the facility? Was there anything that you were like, oh shoot, this is for real? I had one teammate. His name was Greg Gaines. Yeah. He it was during OTAs. He put up in a new car 3 days in a row. But they were all there was one was a very nice ruby red Corvette. Then the next one was a
and also a ruby red. I think it was like a Chevelle, like a old school car that he built. And like, you know, I have a love for cars, even though I have on my own. But it was just nice. It was cool to see. It's like, oh, like these guys are, you know, spending on things on what they like, and that's really cool to see. So, it's a lot of love that they have for team in Tampa, because, you know, Tampa's, besides football, I wouldn't say there's not too much going on, but like the football team is not it's the hockey team there, football team. There's no NBA team, so it's very focused around the football team, and they have a lot of love for the guys over there. So that was one thing that I really enjoyed out there. On the practice field, how close did you get to not hitting, but just getting around Baker? Like, did you get one of those practice sacks where you kind of just lift your arms and get Baker Mayfield at all? I know you can't touch him. Actually, I did have one. It was a little later in camp. I got cut loose on a blitz on the goal line. And I knew his eyes, he tricked me. He got me. This one I was like, okay, this is a different level. Because he was looking, it was kind of like a no-look pass. And he was looking at me, and I thought he was throwing it like I jumped. Right. Got as big as I could, knocked the pass down, and the ball went a completely different way. And my coach just said, hey, be careful, don't leave your feet. And I was like, yeah, I know, I just got excited trying to make a play. But yeah, Baker's he's a cool guy. He talks a lot of trash, as you guys could have seen. But it was we had a lot of competitive days in camp. Did he get you at all, trash-wise? Did he come after you? Not really. He had a few with one of the linebackers, one of the starting linebackers. They'd always talk and go back and forth. But it was like, if one of us talks on defense, we're all really talking. Yeah. Is he as small as you? Because he's undersized for a quarterback, right? Did it surprise you how kind of small he is? He's actually he's taller than I thought. Really? I'm not gonna lie. He's a little taller than I thought. I think he's like 6'1" or 6 feet. I always thought he was under 6. Yeah, to be honest, he's taller than I thought, because I thought he was a little shorter, but he's around 6 feet, 6'1". He's just a playmaker, man, and you can see in their early first 2 games, he's definitely turned a new leaf. Been bounced around from teams, but he's doing his thing. You get any interactions with the bigger names that some, you know, CFL fans might recognize? You know, like an Evans or Godwin or any of those guys? There was one day on his birthday, actually, we had a really hot practice against Miami. Evans was? Yeah, it was on his birthday. We were sitting on the cooling bench just talking about life and stuff for like 10, 15 minutes. And, like, you know, it really just shows that although these are superstars and people that we've grown up watching and stuff, they're really humans at the end of the day. And it was like that for a few guys. So just one thing that I'm proud of myself, I went there and, you know, I acted like I've been there before. I didn't want to make it seem like it was bigger than anything else, and I feel like I took care of business at that. You know, that's one thing they said. One of the player development guys, engagement guys, told me as I was leaving. He's like, you didn't make it. You didn't make it bigger than it was. That I came in and I meant straight business, and that was one thing that I was able to take care of. You had a really good camp, you know, from what I mean, I think you graded out as one of their highest rated players on PFF and stuff like that. So, you feel like you did everything you could. Like, do you have any regrets about how everything went down? Not really. I mean, obviously, camp is camp. You're not going to win every rep. Yeah. You're probably going to win. You're probably going to lose a lot more than you win. Yeah. But at the same time, it's like, that's one thing that I felt like I was kind of battling after. I was just, you know, thinking, did I have any regrets for real? Like, when it came game time, I feel like I took care of what I needed to take care of. Was it practice? Was it this? Was it that? But at the end of the day, you know, they make the decisions that they make, and, you know, at the end of the day, it's a business, so you just got to accept what comes with it. And I think I'm just proud that I was able to go there and make an impact as a Canadian and as a kid that's watched the game for a long time. Thanks again to Luol Ugwak, who will be making his 2024 debut with the Montreal Alouettes. That'll add a lot and a big piece to that defense. Mentioned it a little bit earlier. We've got Tyson Philpott, who it was announced, it was confirmed by the club this week. I know that Tyson had an Instagram post last week, but it was confirmed. I think the organization, from what I understand, the team wanted to wait just because they wanted to exhaust all medical options and opinions. And so that's why there was a little bit of a delay in the press release being sent out. But Tyson Philpott, it's unfortunate. I mean, I think everybody could see it coming. It was one of those where, you know, he was injured last year, but had some big games. And even in his rookie year, I mean, I remember the East Final, which the Alouettes lost to Toronto. Tyson Philpott had 127 or 128 yards receiving in that game. And he led the team. So you could tell, I mean, you didn't have to be a rocket scientist or a football savant to know that Tyson Philpott was going to be a star in the Canadian Football League. But the fact that he had put it all together in the first half of this season was, you know, top 2 in receiving yards at the time of the injury. Unfortunately, August 10th, it's over a month now that the Alouettes have been without Tyson Philpott, which
which feels strange and it stinks. But, this is a group of receivers that's incredibly deep. If you remember last year, the Alouettes lost Keon Julian Grant twice and once down the stretch. He didn't play in the Grey Cup game, and you had, everyone else kind of step up. So credit to the depth of this team. I think you'll see some more of Charleston Rambo. You'll see some more of Sneed, some Speaker, some Reggie White. Eventually, Austin Mack is going to be back. So, it's really unfortunate. It's a position I'm not worried about, but still, I would have loved to have seen Tyson Philpott over the course of a full 18-game season, because I think he was on track. He was on pace to do something really, really special. So I don't think he would have hit 2,000 yards. At one point, he was on pace for that. But I mean, there's no doubt that he was going to have he was on pace to have one of the all-time great seasons, receiving wise, in Montreal Alouettes franchise history. All right. I know that, it's a couple weeks before the season, or the season resumes at home. Unfortunately, for the Montreal Alouettes, they've got another road game. It's not unfortunate, but it's a long time to be away from home. The 3-game road trip concludes next weekend in Toronto, taking on the Argonauts, at BMO Field. And then there's a bye week after that, and then they return home to play the Ottawa Redblacks on Thanksgiving Day Monday. Of course, that could be a huge game in the standings. Hopefully it's not, but that could be a huge game in the standings. And so I know that tickets are selling really well. I mentioned this on the podcast last week, and it continues to be the case. Les billets se vendent extrêmement bien pour le match du 14. So make sure that you pick up your tickets sooner rather than later. Don't wait till the bye week. Don't wait till the week of the game, because you might be disappointed. That's what happened to a lot of people. The last home game that the Owls played against BC, I had a ton of people message me and say, hey, I'd like to buy tickets. What can I do? And it's just, hey, when we hit 23,035, it is what it is. We can't get any more people in the stadium than that. There's just no, the seating is assigned. So just, if you want to come to the game, if you're thinking about coming to the game, buy your tickets now. Go to goalsgo.com, purchase them now, and make sure that you put your mind at ease, because the tickets are being sold rather quickly. Same thing for the merchandise. I know that right now we're selling merchandise quicker than we can order. We got a lot of stuff in stock. There's the new Delta collection that's available that is selling extremely well. Make sure you go to the Alouettes website, click on the team store, and pick up your merch, because it is selling like hotcakes. All right, huge game coming up in the nation's capital Saturday. I remind you, if you're not going to the game, by the way, shout out to the people who are going to the game. I know there's a lot of Alouettes fans that are going. It's the fan bus game. The Alouettes, from what I've been told, have filled up 5 buses of people, fans, that are going down to Ottawa to cheer on this football team in enemy territory. That's excluding the people who are just going to drive up. I know a bunch of people are driving up to Ottawa themselves who have picked up their tickets on their own. But if you've never been on the fan bus, I would encourage you to get on it next year, just because when you can travel with hundreds of Alouettes fans, it's really special when you can encourage the guys on the road. Also, there's the special part of the package. There's a pregame tailgate at a restaurant, and then you get to step on the field during warm up, and that's something that not everybody can do. So to be part of that pregame on the field, you need to sign up with us. Unfortunately, it's too late right now. The bus is leaving on Saturday. I'm recording this late Friday morning, but there's a lot of Montreal fans that are going to be heading to Ottawa for this huge game. If you're not going to Ottawa, just a reminder that the game is not, and if you watch on RDS like me, that's fine. If you watch on TSN, just take note, the games on Saturday afternoons at 3 are not going to be on TSN. They're going to be on CTV. So if you're looking at TSN and you don't see the game, you're asking yourself, hey, what's going on? Don't worry about it. Just head over to CTV, and the game will be on CTV. I know there was some confusion as well. Initially, the league announced that this game would be played at 4 o'clock. It is indeed going to be played at 3. So, le match va être joué à 13h. Botté d'envoi 3h, excuse-moi, pas 13h. 3h07, 3h08. Et si vous écoutez le match en anglais, ça sera pas sur TSN, ça sera sur CTV. Bon match tout le monde. Bonne fin de semaine. Have a great rest of your weekend, everybody. Enjoy the game. And we'll be back next week.